About to go live. What? Where? On Kick. Le 20 juin 2023, la news la plus incroyable dans le monde du streaming est annoncée. Is that real? Yes. EaseQC vient de signer pour $100 millions avec Kik. Oh my god! $100 million. EaseQC, c'est lui. C'est le plus gros streamer sur Twitch. This is, in my opinion, the biggest news ever in the history of Twitch. Great fucking move, man. La somme est tellement ahurissante qu'on penserait à un transfert au foot. XQC is officially getting paid more than LeBron James. LeBron! That is fucking mind-blowing. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est même pas les 100 millions. Le plus incroyable, c'est les termes du contrat. This is a big deal. EaseQC vient de signer sans même avoir de contrat d'exclusivité. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut continuer à streamer sur Twitch. Même Logan Paul n'y croit pas. It's really real. I don't believe it. Mais avant ce contrat juste irréel, il s'est passé 2-3 trucs assez intéressants. Je vais vous raconter les 6 mois les plus incroyables de l'histoire du streaming, depuis la création de Kik à aujourd'hui. Bienvenue dans la deuxième partie de la dernière guerre d'Internet. Il y a une première partie à cette vidéo, si tu veux la regarder, clique sur le lien juste en haut à droite. Nous sommes en Australie, le 20 septembre 2022, dans les bureaux de EasyGo, la société détenue par Eddie et Bijan. On parle pas de la fausse adresse en bas du site de Stake, celle qui mène dans le paradis fiscal à Curaçao, non. On parle de l'adresse en Australie, en plein centre de Melbourne. Celle où les employés travaillent vraiment. Regardez le beau site internet. Il y a même un Twitter où les gens sont très contents. Sauf que dans les bureaux, là, à ce moment-là, personne ne sourit comme ça. Twitch vient d'interdire Stake. Le cheat code qui est rapporté un max vient d'être patché. Ça doit bien brainstormer dans les bureaux. On fait quoi? Parce que nos streamers casino, là, ils sont un peu perdus. Soit ils arrêtent de travailler et ils attendent une solution. Lui par exemple c'est Rushstein, c'est un énorme streamer casino et il fait la petite blague que maintenant qu'il a plus de travail, bah il livre des cafés. Soit il décide de trouver un autre site où streamer. Par exemple on a Tuffer, le streamer casino francophone le plus influent. Ouais 7 millions d'euros, dommage, c'est Max Win. Il décide d'aller streamer sur DLive, un site concurrent de Twitch. Alors comment vous expliquer DLive? Vous vous rappelez l'invasion du Capitole aux États-Unis en 2020? Devinez où tout était streamé. Yeah, we need to get our boy Donald J. Trump into office. Yeah, can we do that real quick? La devise du site, elle a le mérite d'être claire. Votre stream, vos règles. Le problème avec ce genre de site extrême, c'est que les extrêmes justement, ils prennent beaucoup de place. Actuellement en 2023, la seule chaîne encore active sur DLive, c'est celle de Patriot Soapbox. Une chaîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de complotistes et de conspirationnistes d'extrême droite. Ah oui, ce qui m'a fait rire, c'est en dessous. Pour faire des donations, ils expliquent qu'ils ont été bannis de Patreon et de Paypal. Personne veut d'eux, quoi. Non, Twitter, apparemment, c'est bon. Alors le grand public, lui, il ne vient pas sur ce genre de site. Parce que là, il n'y a pas d'autres streamers qui jouent à des jeux normaux. Il n'y a pas de petits lives, League of Legends, Fortnite. Du coup, l'audience de Tuffer, elle ne peut que baisser. Et plus personne ne découvre les streams casino. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'un casino qui n'a pas de nouveaux joueurs, c'est très inquiétant. Parce qu'un casino a l'habitude de ruiner certains de ses joueurs, et donc de perdre une partie de ses clients, ce qui les oblige à tout le temps avoir des nouveaux joueurs. Et puis pour couronner le tout, un site comme DLive, ça peut fermer à tout moment, c'est vraiment pas stable. Non, Eddie et Bijan, ils ont pas le choix. Ils doivent créer leur propre site, pour pouvoir gérer complètement la plateforme. Ok, maintenant qu'on est arrivé à cette conclusion, bon, on peut souffler, ça y est, on a trouvé la solution, y a pas de problème, ça va nous coûter un peu d'argent, mais ça va, tranquille. Donc là, ils sont dans la salle de réunion, tout va bien, on a trouvé la solution. On va devenir encore plus riche. Mais en fait, il y a un couac. Il y a un mec autour de la table qui rassemble tout son courage, qui lève le bras doucement pour prendre la parole. Il faut parler du sujet tabou. Il faut crever l'abcès. Il faut poser la question. Mais au fait, quelle est la dernière boîte qui a osé s'attaquer à Twitch et comment ça s'est passé ? Petite histoire en accéléré de l'un des plus grands échecs de Microsoft. En 2016, Beam est créé par deux jeunes de 18 ans. C'est un site de streaming ultra performant. La latence de stream est extrêmement basse. En gros, il y a très peu de temps entre le moment où le streamer émet son flux et le viewer le reçoit. Et du coup, à peine quelques mois après sa création, Microsoft rachète l'entreprise pour un prix abordable. En 2017, Beam devient Mixer. Le site est plus performant que Twitch en concurrent, mais malgré ça, la plateforme stagne et ne grossit pas. En août 2019, Microsoft change complètement de stratégie. Ils vont investir des millions dans la plateforme et décider de signer les 2 contrats d'exclusivité les plus importants du monde du streaming, avec Ninja et Shrod, 2 des plus gros streamers de Twitch. On parle de 30 et 10 millions de dollars. L'annonce est énorme. Ninja et Shrod changent de site, des millions de viewers débarquent sur la plateforme, le grand public connaît enfin Mixer. Le 20 juin 2020, Microsoft annonce la fermeture de Mixer. Ils ont même pas tenu un an. Même pas un an. Microsoft. Le lendemain de la fermeture, les CM de Twitch vont tweeter un tweet qui résume toute l'affaire. À toute la communauté de Mixer, nous comprenons ces temps difficiles. Nous vous encourageons à prendre le temps qu'il vous faut, mais n'oubliez pas, Twitch est là pour vous aider. L'humiliation est totale. La petite anecdote, c'est que Shroud et Ninja reviendront sur Twitch en gardant tout leur argent, puisqu'ils avaient des bons avocats.
Ok, donc là on est dans la salle de réunion, ça jette un petit froid. Ça donne plus trop envie de lancer son propre site. Mais je le rappelle, Eddie et Bijan, ils ont pas le choix. Alors comment faire pour créer un nouveau site de streaming en sachant qu'on part de zéro? L'argent. Bon déjà, il faut de l'argent. Si vous avez regardé la première vidéo, vous savez que normalement l'argent c'est pas vraiment un problème pour Eddie et Bijan. Ils sont milliardaires, donc normalement ça va. Mais les dépenses pour créer ce genre d'entreprise, elles peuvent faire flipper. Est-ce que vous connaissez le terme cash burn? Si on traduit littéralement, c'est l'argent qu'on brûle. En économie, c'est le terme qu'on utilise pour définir l'argent que dépense une startup lorsqu'elle commence. En gros, on investit à mort, à perte. Et Kik, c'est plutôt ambitieux comme startup. Du coup, dans cette vidéo, à chaque fois que Kik va coûter un rein à ses créateurs, j'utiliserai cette image. Here we go. Ça voudrait dire que ça coûte une blinde. Bon, maintenant qu'on a réglé le problème de l'argent, il faut qu'on parle du site. Parce qu'il faut un site pour Kik. Et puis on doit faire concurrence à Twitch. Et Twitch, c'est un site qui est optimisé depuis des années et qui fonctionne partout de manière très fluide. Alors Eddie et Bijan, ils vont faire ce qu'ils font à chaque fois. Ils vont copier. Regardez le design des deux sites. Regardez la petite roue des réglages du chat, elle est exactement au même endroit. La seule chose qu'ils ont changé, évidemment, c'est la couleur. Et si jamais sur les deux sites, j'inverse les couleurs, on sait plus lequel. Ils ont copié Twitch point par point. D'ailleurs, j'ai une petite info, juste comme ça. Je sais pas si vous savez pourquoi Twitch est violet. Et ben c'est parce qu'il y avait aucune autre boîte dans le monde du gaming qui était de cette couleur-là. Voilà. C'est l'un des créateurs de Twitch qui nous l'a dit dans une interview pour Combini. And we placed everyone's logos on the color wheel, and there was this slice that was just totally empty. No one was in purple. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description si ça vous intéresse. Bon, le design du site, c'est bon. Maintenant, il faut des serveurs. Et pas n'importe quel serveur. Il faut des serveurs qui soient capables de faire du streaming. Et de manière performante. On veut concurrencer Twitch quand même. Enfin, comment je fais pour trouver ça? Attendez, je vais chercher un petit peu sur internet. J'ai trouvé un truc là, qu'est-ce que c'est ça? On vous propose de créer des chaînes et commencer le streaming en quelques minutes. Créer des expériences attrayantes et interactives, ainsi que des vidéos en direct et à très faible latence, pas mal. Distribuer des vidéos à grande échelle sur une gamme d'appareils et de plateformes, ok. S'intègre facilement au site web et aux applications. Bah, c'est pas mal ça, hein. Ah oui, c'est quoi? C'est Amazon. C'est Amazon qui héberge Kik. Mais surtout, la solution qu'utilise Kik pour le streaming, c'est Amazon IVS. C'est un service que Amazon a lancé en 2020 et devinez qui a développé cette technologie. Bon, vous vous doutez, hein. C'est Twitch. Maintenant, avec Amazon IVS, nos clients vont pouvoir utiliser la même technologie que Twitch a mis des années à créer et à améliorer. Mais c'est du pain béni pour Eddie et Bijan. Même pas besoin d'espérer un jour avoir une technologie équivalente à Twitch. Ils vont avoir la même. Et ils vont avoir la même dès le début. Alors, évidemment, tout ça... Here we go. Bon, maintenant, c'est la troisième étape. Il faut un allié. Parce qu'Eddie et Bijan, ils peuvent pas être la façade de leur site. Il leur faut un visage pour représenter Kik. Et en plus, ils ont quand même un casino à gérer à côté, les mecs. Hein. Alors pour ça, il faut que je vous parle d'un homme. Un streamer très suivi sur Twitch. Un streamer très aimé pour son franc-parler. Mais surtout, un streamer très controversé. Et qui, pour moi, est de loin l'un des personnages les plus intéressants de cette série de vidéos. Cet homme, c'est Sardoche. Non, je déconne. Cet homme, c'est Trainwreck. J'en avais parlé un tout petit peu dans la partie 1, mais vous allez comprendre pourquoi il est extrêmement important. Trainwreck, c'est le streamer casino le plus influent. Et pour bien comprendre à quel point il est puissant, je vais vous expliquer son histoire. Il commence à streamer en 2015. Au début, pas du tout du casino. Il joue principalement à WoW, mais il évolue très vite sur des jeux beaucoup plus populaires. Alors ça marche très bien pour lui, mais ce qui le fait se démarquer, c'est sa capacité à transcender son audience. De temps en temps, Trainwreck parle directement à ses viewers dans des grands speeches de motivation. If you're not accepted, I'm not accepted. If you're hated, I'm hated. If you can't find a girlfriend, I can't find a girlfriend. If you can't find a boyfriend, I can't find a boyfriend. Il sent qu'il gagne de l'influence et il aime ça. En 2017, il va devenir le fer de lance des attaques contre les boobies streamers. Si vous traîniez sur Twitch à cette époque, vous êtes sûrement déjà tombé sur ce genre de stream. Aujourd'hui, on appelle ça les streams hot tub. Il faut savoir que c'est un sujet plutôt controversé sur la plateforme. Et Trainwreck, lui, il déteste ça. These girls that rejected us, these girls that come back into our streaming community with the same goddamn stories, with the same goddamn fucking pity shit, with their titties out, with their pussies out, with their goddamn motherfucking yoga pants on, with their asses squatting, with their motherfucking tits in their faces, asking for donation goals of fucking bullshit. Sauf que Trainwreck, lui, il va trop loin. Il attaque pas seulement les booby streamers. Non, lui, il est juste sexiste. Et donc pour ça, il va se faire bannir plusieurs fois. Bon, vous commencez à avoir une idée du personnage, mais en 2018, c'est l'un des streamers les plus influents de la plateforme. Il lance même le Scuff Podcast. Tous les plus gros streamers ricains sont passés dedans. Pokémon, XQC, Asmongold, Destiny, Summit 1G, et la liste est encore très très longue. Donc maintenant on arrive en 2020. Trainwreck, il est déjà dans le top 10 de Twitch. Mais il y a un petit virus qui arrive. Et avec le virus, un petit jeu.
un jeu que personne n'attendait. Vous voyez? Mais si c'est pas cher, ça brise des amitiés, et c'est tellement populaire que même encore aujourd'hui, à certaines pauses déj de Combini, on en fait des parties. Trainwreck est une machine à ce jeu. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il gagne même des compétitions sur le jeu. Ses scores explosent. Il rentre dans le top 3 de Twitch. Il devient vraiment très influent. D'ailleurs, petite anecdote, il sera le second stream le plus suivi lors des élections américaines en 2020. Pendant l'élection de Joe Biden. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il va être très responsable. Il va faire attention à son audience. Pas du tout. Depuis quelques années déjà, il passe beaucoup de temps à faire des case opening sur CSGO. Alors certes, c'est un jeu vidéo, mais les armes que tu découvres, tu peux les vendre pour du vrai argent. On se rapproche dangereusement du gambling. Et on s'en rapproche tellement qu'en 2020, Trainwreck va signer avec Stake. Il stream tous les jours, des fois pendant 14 heures. Il mise des sommes hors normes. À chaque fois qu'il relance la machine, c'est 1000 $ qui partent. C'est un dégénéré. This is it! Max win! Max win! Max win! Max win! Max win! Il donne l'impression aux viewers qu'il perd en permanence le contrôle de lui-même, qu'il est complètement addict. Mais ce qui rend le cas de Trainwreck beaucoup plus complexe, c'est ce genre d'extrait. Do not gamble, idiots. You understand? If you watch the entire context of all my gambling over 15 months, you'll see it as 99.8% fucking losing. Il ordonne à ses viewers de ne jamais jouer. Il se fait même appeler le gambler anti-gambler, le joueur anti-joueur. That are lucky lose their first time playing. The ones that are the unluckiest win. You understand? Because then you get sucked in and you're fucking done. Do not gamble. Do not even try. Gambling is literally for the fucking rich to get a high. Il se plaint en stream d'avoir perdu 35 millions de $, d'être complètement accro. Et qu'il fait ça pour que ses viewers ne tombent jamais dans l'addiction. En plus, lorsque Twitch a banni Stake de sa plateforme, Trainwreck a avoué avoir gagné 360 millions de la part de Stake en l'espace de 16 mois. C'est bien plus que toutes ces pertes qu'il affichait en tant qu'addict. Et surtout, si Eddie et Bijan sont prêts à le payer autant, c'est parce qu'il rapporte bien plus au casino. L'addiction de ses viewers, elle est bien réelle. Donc maintenant, imaginez, Trainwreck, lui aussi, il est très énervé que Twitch ait banni Stake. Il l'empêche de faire le taf le mieux payé au monde. Alors quand Eddie Bijan cherche quelqu'un pour un poste similaire et pour lui permettre de se venger, bon, il réfléchit pas une seconde. Hein. Mais par contre, Trainwreck, il est pas gratuit. Hein. Bon, maintenant, on va parler stratégie. Et c'est aussi pour ça que Trainwreck, il a été choisi par Eddie et Bijan. Parce que Trainwreck, il connaît parfaitement le milieu. On parle de l'un des streamers les plus importants ever. Donc de l'expérience, il en a un paquet. Et sa connaissance, elle va servir à une chose, ne pas reproduire les mêmes erreurs que Mixer. Trainwreck va établir une stratégie qui va être très simple. Il va pas chercher à rendre Kick rentable. Il va chercher à rendre Kick populaire. Et sa solution, elle est simple, créer le paradis des streamers. Et on parle pas des gros streamers qui vont signer des gros contrats, comme Ninja et Shroud avec Mixer. On parle de tous les streamers, du plus petit au plus gros. On parle de changements qui font que si on compare Twitch avec Kick, du point de vue d'un streamer, Kick est toujours gagnant. Toujours. Voici la liste de ces changements majeurs. Je fais pause 2 secondes dans la vidéo, juste pour te dire qu'en fait cette partie elle va être très technique. Elle va durer 3 minutes et c'est vraiment pour comparer Twitch et Kick. Donc si jamais ça t'intéresse pas, tu peux les passer, y a aucun souci. Le 95-5. En 2017, Twitch crée les abonnements. C'est un moyen révolutionnaire pour un viewer pour soutenir son streamer préféré. Ça coûte 5 $ et ça permet aux viewers de supprimer les pubs de la chaîne et d'accéder aux emotes. Bon, évidemment, Twitch ils prennent un pourcentage sur ça. On appelle ça le 70-30. 70% pour le streamer, 30% pour Twitch. Mais cette répartition, elle n'est valable que pour les gros streamers. Seulement ceux qui peuvent signer un gros contrat avec la plateforme, qui sont très suivis. Sauf qu'en 2021, Twitch cherche à être rentable. Et d'un coup, le 50-50, c'est pour tout le monde. Et cette mesure, elle est très mal reçue. Petite info comme ça, sur YouTube, la répartition, c'est 70-30. Toutes ces techniques d'économie de la part de Twitch, Trainwreck, il les connaît parfaitement. Et donc, avec Kick, il va proposer l'abonnement le plus rentable pour le streamer au monde, avec une répartition de 95% pour le streamer et de 5% pour Kick. Here we go. Les donations. Et oui, même sur les donations, Twitch prend sa part, entre 20 et 30%. De plus, il faut ajouter les 20% de TVA. Donc en France, pour offrir 1 € à un streamer, un viewer doit dépenser 1,73 €. Mais alors Kick, pour les donations, qu'est-ce qu'il propose ? Actuellement rien, mais Trainwreck a promis des donations très prochainement, et avec seulement 5% de part pour Kick. On attend de voir, mais on peut être sûr que ce sera plus intéressant que Twitch. Here we go.
Le multicasting. On continue avec l'un des sujets les plus sensibles. Chez Twitch, le multicasting est interdit. Ils vous interdisent de streamer en simultané sur YouTube, Facebook ou Kick. Par contre, vous pouvez le faire sur Insta ou TikTok, parce que ce sont des applications mobiles et que c'est accepté. En gros, Twitch t'impose une sorte d'exclusivité sans te faire signer de contrat. Et évidemment, ça, c'est très mal vu. Et évidemment, Kick fait l'inverse. Kick autorise tous les multicastings. Je vous rappelle, le paradis des streamers. Le taux de retrait. Vous commencez à comprendre, Kick essaie d'être meilleur que Twitch sur tous les points de vue, même sur les plus minimes. Ils vont même jusqu'à essayer de battre Twitch sur le seuil de retrait. Je vous explique. Il faut savoir que si vous êtes un petit streamer et que vous débutez, le seuil de retrait pour Twitch pour un paiement de la part de la plateforme est de minimum 50 €. Ça veut dire que vous devez avoir accumulé 50 € d'abonnement ou de dons sur votre profil pour pouvoir les retirer. C'est une somme qui peut être très difficile à obtenir lorsqu'on débute. Je le sais parce que j'ai galéré de ouf sur ma chaîne perso pour essayer de les savoir. Bon bah alors évidemment, Kick, ils ont voulu battre Twitch, Ils ont fait un seuil de retrait à 10 balles. L'absence de publicité. Ah, les pubs. Sur Twitch, tout le monde s'en plaint. Évidemment, ils en mettent partout. C'est normal, C'est leur première source de revenus. Le truc, c'est qu'actuellement, sur Kick, il n'y a pas de pub. Donc c'est mieux pour les streamers et pour les viewers sur Kick. Mais là, cette fois, c'est pas vraiment parce qu'ils veulent faire mieux que Twitch. C'est surtout parce qu'ils n'ont pas d'annonceurs prêts à mettre de l'argent pour faire de la publicité sur Kick. Le site n'est pas encore assez connu et n'a pas une bonne image pour pouvoir réussir à convaincre des clients. Alors en attendant, ils s'en servent comme un argument pour pouvoir convaincre les viewers et les streamers. Le salaire fixe. Tout le monde sait que sur Twitch, il n'y a pas de salaire fixe. Les streamers sont payés uniquement avec les abonnements, les dons ou les publicités qu'ils font sur leur stream. Mais une rumeur s'est propagée comme quoi Kick serait prêt à payer des streamers à l'heure. Ils iraient même jusqu'à payer 16 $ de l'heure n'importe quel streamer. Évidemment, c'est totalement faux. Kick a mis du temps à démentir car la rumeur leur faisait de la publicité. Mais la réalité, c'est qu'ils ont dit qu'ils réfléchissaient potentiellement à un salaire à l'heure, mais qui s'adapterait par rapport à l'audience du streamer. En gros, plus t'as de viewers, plus tu serais payé cher. Ce qui est logique. Mais jamais un streamer qui live devant 15 personnes serait payé 16 $ de l'heure. Ils ont de l'argent, mais faut pas déconner quand même. Ok, maintenant on rentre dans la nouvelle grosse partie, la promo. Maintenant que le site existe et qu'il est attractif, il faut en faire la promotion. Il faut réussir à se faire connaître. Ça, c'est un problème que même Twitch a rencontré pour commencer. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment ils ont fait ? À la base, Twitch s'appelait Justin TV. Bon, pas ouf, mais c'était parce que le premier concept de Justin TV, c'était de suivre la vie de Justin. Justin Kan, l'un des cofondateurs de Justin TV et donc de Twitch. On suivait sa vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il se filmait en train de dormir et quand il allait aux toilettes, il levait juste la cam au ciel. Et c'était plutôt controversé comme démarche. Certains y voyaient comme du voyeurisme. Et on parle de faire ça en 2007. Alors évidemment, tous les médias voulaient l'avoir en interview. Le buzz était total. Justin passait sur toutes les matinales télé. La petite anecdote, c'est qu'en se filmant tout le temps, les gens ont commencé à connaître l'adresse de Justin. Et quand t'es streamer, tu sais que quand les viewers connaissent ton adresse, c'est pas une bonne nouvelle. Il recevait en permanence des livraisons de pizza. Et surtout, il a subi le premier swatting de l'histoire d'internet. Des flics sont venus chez lui en pensant qu'il était dangereux. Donc quand même, Twitch à la base, il savait faire le buzz. Alors pour faire marcher Kick, il faut aussi du buzz. Sauf qu'on n'est plus en 2007. Un marathon de stream 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça suffit pas. Il en faut un peu plus. Non, ce qu'il faut, c'est la machine à buzz. Le monstre du streaming. Le mec tellement nocif et toxique sur Twitch que même France Inter a parlé de lui. Adin Ross, 22 ans, jeune influenceur américain. Il s'est fait connaître sur Twitch où il joue à des jeux vidéo comme GTA ou NBA 2K. Depuis décembre, Adin s'est métamorphosé sur ses réseaux. Il s'affiche maintenant avec un crâne rasé, un look qui n'a rien d'anodin car il est totalement similaire à celui d'Andrew Tate, le masculiniste notoire aux millions d'abonnés. Ce mec, c'est Adin Ross. Voilà ses stats Twitch de 2022. Et vous voyez les trous là, sur la courbe ? C'est les moments où il est ban. I just got banned for nothing. They can ban you for anything. Alors à votre avis, pour faire venir le streamer le plus viral de l'histoire d'internet, ça coûte combien ? Je vous demande parce qu'en fait, il n'y a pas de somme. Le contrat n'a jamais été dévoilé, mais Adin a précisé qu'il s'agissait du plus gros deal ever signé par un streamer. Here we go. Alors Adin, quand il arrive sur Twitch, il a une petite pression. Il doit faire de l'audience. À votre avis, il va faire quoi ? Et comme un enfant perturbateur dans une classe, il va tester les limites du prof. Lors de ses premiers lives sur Kick, Adin Ross enfreint toutes les règles possibles. Toutes. Le tout premier live, il regarde la finale du Super Bowl en direct devant 100 000 personnes. Personne ne l'arrête. Quelques jours plus tard, un de ses potes montre ses fesses en live. Yo! Snaggy! Le N-word ? Bon, évidemment, on va laisser les gens le dire sur son stream. Wait. Il va même aller jusqu'à afficher pendant plusieurs secondes la homepage de Pornhub. What do y'all wanna watch, bro? I don't support porn. Like, I don't support this shit. The fuck do y'all wanna watch on here, bro? I don't support this shit. D'ailleurs, pendant qu'il est sur Kick, il va se faire ban Twitch. Il est incontrôlable. But if I wanted to, we can do whatever the fuck we want. There's no terms of service over there. You guys can say whatever you want in my chat. Nobody can get fucking banned. Et ça marche très très bien. Chaque dérapage de Adin devient une énorme source de publicité. Des milliers d'articles, de vidéos. Internet apprend que Kick existe. Et les streamers
aussi. Alors à votre avis, quel genre de streamer la publicité qu'a fait Adin Ross va intéresser? Et bah au début, c'est pas vraiment les gentils. Évidemment, tous les streamers controversés vont débarquer. Adin Ross vient de prouver que la plus grosse différence entre Twitch et Kick, c'était pas l'argent, c'était la liberté. Alors voici un petit florilège des personnalités controversées qui ont débarqué sur Kick. Et on va commencer par la France. Amaru, streamer et youtubeur qui n'a jamais été banni sur Twitch, mais qui a été accusé sur Twitter d'avoir tenu des propos sexuels avec des mineurs. Balti, après avoir été banni de Twitch, il a rejoint Kick. Il avait été banni de Twitch pour avoir tenu des propos sexistes et avoir laissé passer des menaces sur son stream. Riri, un streamer banni 11 fois de Twitch. Parce qu'il joue trop souvent avec les limites de la plateforme. Bon là c'est une petite idée des streamers français qui sont arrivés sur la plateforme. Mais chez les Américains, c'est un autre délire. Il y a ce qu'on appelle les streamers IRL, un groupe de streamers qui voyagent en Asie. Sauf que leur but à eux, c'est pas vraiment de visiter le pays. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est un maximum de drama, un maximum de vues, un maximum de réactions. Je vais essayer de vous les présenter. Il y a Johnny Somali, un streamer américain, dont la spécialité, c'est harceler des Japonais et tenir des propos ultra racistes dans des lieux publics. Hiroshima, Nagasaki. Yes, man. Ce qui provoque aussi d'autres streamers locaux qui viennent l'agresser en live et qui font encore plus de vues. On my real hop in Discord right now. Hop in Discord. Oh, whoa, what the fuck? C'est la seule personne de ce groupe qui a été bannie de Kick. Enfin, il a été banni 3 jours. Ice Poseidon. Alors lui, c'est vraiment nimp. C'était un des premiers streamers IRL sur Twitch. Ses streams cartonnent jusqu'à ce qu'il commence à subir beaucoup de swatting en live. Vous savez, quand la police est appelée et intervient pendant un stream. Et bah Ice Poseidon, il en subissait énormément. My apartment has been swatted 4 times today. C'était devenu habituel. Il faisait même exprès de donner son adresse ou des lieux où il était pour que les gens le swattent. Jusqu'au jour où il se fait swatter dans un avion parce qu'il a ouvertement donné la référence de son billet d'avion pendant son stream. We broke the news. Phoenix police searching an American Airlines plane at Sky Harbor. Police say an anonymous threat was called in. That threat wound up being not credible. Sauf que Twitch, cette fois-là, va pas du tout aimer et va le ban définitivement. Donc évidemment, quand Kick ouvre, bah il a envie de venir quoi. D'ailleurs, récemment, il a failli encourir 5 ans de prison en Thaïlande à cause d'une lap dance dans un hall d'hôtel. Évidemment, tout était en stream. Ah, il a aussi essayé de lancer un petit projet NFT pour ses viewers, qui était une arnaque évidemment. Et ça, il l'assume ouvertement. Yeah, I could give the money back. It is within my power, but I'm gonna look out for myself and not do that. Ah, juste petite info comme ça, Ice Poseidon et Johnny Somali, ils sont sponsorisés par Stake. D'ailleurs, Ice Poseidon, il aime bien jouer au jeu d'argent dans son jacuzzi. Oh my god! Oh my god! Ce qui peut vraiment poser la question s'ils sont ou pas protégés de ban éventuels. Et on arrive au prochain streamer. Mais là, je préfère couper la musique parce que d'un coup, ça devient beaucoup plus sérieux. Et ça me fait plus trop rire. Suspendas, le pire de tous. Alors comme les deux autres, il vit au Japon. Alors il va ouvertement parler à des prostituées en live. Il fait n'importe quoi dans des lieux publics. Mais lui, on parle d'un mec qui va agresser sexuellement d'une femme sous l'emprise de l'alcool, en l'embrassant de manière répétée, et tout ça en stream. Oh my god! Suspendas? Can we go, please? Il va aussi coucher en live avec une autre femme, en laissant le son du stream sans l'image, en sachant que le fils mineur de sa partenaire se trouve encore dans la pièce en train de regarder des dessins animés. Ce mec n'a jamais été ban de Kick. Jamais. QKick.com for always supporting me. Shout out to the homie Sergio. Shout out to Eddie. Il dit même avoir reçu du soutien de la part de Eddie, le créateur de Kick, après son interpellation au Népal. The boss over at Kick.com, we let him know he was happy that we're all okay. So thank you to Eddie. I'm okay. Il avait subi une interpellation parce qu'un de ses potes avait rigolé en proposant à une mineure de 15 ans de se marier. L'État népalais n'a pas trop aimé la blague. Bon, quand on entend toutes ces histoires, je vais pas vous mentir, on a beaucoup moins envie d'aller sur ce site. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'en même temps que cette stratégie de totale liberté pour ces streamers, qui crée énormément de polémiques et de buzz, voire clairement des actes illégaux, qui continuent de financer le paradis des streamers. Et face à ça, Twitch ne réagit pas du tout. Ils font comme si Kick n'existait pas. Pire, ils vont même aller à l'opposé, en tentant d'imposer une nouvelle réglementation sur la publicité, interdisant aux streamers d'insérer des logos de marque de plus de 3% de la taille de l'écran. Cette règle a fait un scandale et a évidemment été retirée le lendemain. Mais d'autres nouvelles règles sur Twitch persistent, notamment celle pour les streamers partenaires de ne pas avoir le droit de critiquer Twitch. Twitch, en ce moment, les gars, ils sont en train de resserrer les boulons. C'est chiant parce que c'est écrit dans les règles de Twitch qu'on n'a pas le droit de dire du mal de Twitch. Frérot,
J'ai mis pas mal de temps à trouver l'extrait, mais j'ai fini par réussir à l'avoir. Nous pouvons suspendre ou résilier à notre seule et absolue discrétion votre accord immédiatement après notification écrite. Si vous faites des déclarations ou prenez toute autre mesure qui dénigre, diffame, salit ou compromet la bonne volonté, le nom, la marque ou la réputation de Twitch, Amazon ou leurs sociétés affiliées respectives. Voilà, c'est ce genre de terme que Twitch essaye d'imposer à ses partenaires. La conséquence de tout ça, c'est beaucoup de personnalités populaires qui commencent à s'intéresser à Kick. MrBeast a par exemple tweeté son mécontentement face à Twitch et a proposé de faire un stream sur Kick pour montrer son opposition. Même en France, on a le youtubeur et streamer Michou qui a commencé à en parler. Je savais pas c'était quoi les gars. En fait, ils sont en train de mettre en place des dingueries apparemment gros. Mais bref, pour l'instant on est sur Twitch les frérots, ça se passe bien, c'est carré. Hein. Kick a commencé à gagner en popularité. Et Trainwreck, je vous rappelle, la tête pensante de tout ce système, a appuyé à fond sur ce credo et a commencé à faire signer des plus gros streamers, beaucoup plus crédibles et beaucoup moins controversés. A commencer par Hikaru. Hikaru, c'est quelqu'un qui est dans le top 5 des meilleurs joueurs mondiaux d'échecs et qui est considéré comme le meilleur streamer d'échecs au monde. Queen E2, Queen H4, G3, Knight G3, check, C6, Queen B7, Knight H1, King there. I don't know what's going on, I'm just gonna castle, I don't want to think too much. Et en France, il y a eu un contrat qui m'a fait beaucoup réfléchir. Celui de Shoah1. C'est un streamer de Call of Duty qui est extrêmement populaire en France. D'ailleurs, il est dans le top 10 français des streamers. Il a aussi participé aux Z-Events. Et juste, c'est un streamer que moi, personnellement, j'adore regarder. Et lui, il a signé un contrat avec Kick. Je deviens officiellement partenaire Kick. J'en suis très fier. Merci à eux de leur confiance. Alors, il a pas dit qu'il allait quitter Twitch pour Kick. Il a signé un contrat en plus de son contrat avec Twitch, ce qui fait qu'il stream le matin sur Twitch et le soir sur Kick. Et lors de son annonce et face aux réactions, il a expliqué très ouvertement qu'il avait fait ça pour l'argent, parce que Kick paye très bien et que ça lui assure une stabilité pour lui et pour son équipe. Tu continues d'avoir toutes ces charges. Et je les connais, tu vois, c'est méga. Didier, ça fait 3 ans que je bosse avec. Il a un gosse et tout. Il faut quand même réfléchir, tu sais, au fait d'assurer pour ces gars, tu vois. C'est à moi de gérer pour eux. Et la décision qui était clairement la plus logique, c'était Kick. Surtout quand Twitch resserre la vis. Qui est tombé pile au moment où, au mois de juin, réforme de Twitch arrêtait le 70-30. Et ça, je le comprends entièrement. Mais il y a un autre côté de moi qui connaît toutes les dérives de Kick et qui se demande si, en regardant Shoah1 sur Kick, est-ce que ça veut dire que je cautionne les streams de Casino et les dérives de certains streamers? Et si même lui, en streamant sur Kick, cautionne tout ça? Et franchement, j'ai pas la réponse à cette question. Je me la pose encore aujourd'hui. En toute transparence. Et c'est à ce moment-là que Kick a choisi de taper très fort, en signant XQC, le plus gros streamer au monde en 2022, pour la modique somme de 100 millions de dollars. Here we go. En signant XQC, Kick essaye de s'acheter une crédibilité. XQC, moi à la base, je le connais pour ce clip. Le musée ne reviendra pas. Je rappelle pas BTS. Est-ce que c'est Okay. Everybody stop for a second. Everybody stop for a second. Is there not something? Mais XQC, c'est bien plus que ça. C'est un ancien joueur pro Overwatch qui est devenu un streamer superstar. Alors il est connu pour être méga toxique en game et faire des reacts légendaires. Mais surtout sa quête à lui, c'est le juice. Alors ça se traduit très mal, c'est pas le jus en français. Grosso modo, c'est le frisson. Il est à la recherche du frisson permanent, du truc qui va l'exciter, le truc qui va lui plaire, quoi. Alors des fois, il l'a juste en regardant des vidéos sur internet ou sur Reddit. Et des fois, il doit miser des millions de dollars en live. Parce que oui, il est aussi sponsorisé par Stake. Perso, pour moi, le juice, c'est quand vous likez la vidéo et que vous la partagez. Ça me file le juice, tu vois. Enfin bref, ce mec est un entertainer né. Ah putain, je viens de tomber sur la vidéo de présentation de sa chaîne Twitch. C'est exactement ça, quoi. Oh frère. Et donc voilà, le plus gros streamer de 2022 est maintenant sur Kick. Et surtout, sans contrat d'exclusivité. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à avoir signé avec Kick à ce moment-là. Amourante, la streameuse hot tub la plus importante, a aussi signé juste après. Saw that $100 million deal. Whose kick do I have to suck? Ouais, c'est Amourante, elle va plutôt droit au but. Alors on sait pas les chiffres de son contrat, mais... Here we go. Et c'est vraiment ces deux contrats qui vont marquer un réel changement dans la stratégie de Kick. Parce que la plateforme, elle devient une vraie alternative crédible à Twitch maintenant. Les gros streamers viennent aussi. D'ailleurs, pour commencer à renforcer cette opinion, Kick va sortir son application sur mobile. Vraiment, ils essayent de se rapprocher au maximum de Twitch. Et beaucoup de gens, même en France, commencent à émettre l'idée qu'il est possible d'aller streamer sur Kick, de changer de plateforme, pour pouvoir mieux concurrencer Twitch. Bien sûr que je suis pas en mode putain mais c'est génial Kick, etc. Tu vois, mais sur la promesse, ils vont avoir beaucoup de créateurs qui soit en fait ont du mal à passer le cap de je peux pas vraiment en vivre ou tu vois, à l'heure actuelle t'as 500 subs sur Twitch.
Tu fais 1000 $ par mois. T'as déjà réfléchi? J'ai déjà pensé, tu vois, à partir de combien de temps? En fait, pour moi, les petits et moyens streamers, c'est totalement compréhensible qu'ils aillent sur Kick. Tous les mécontents de Twitch commencent à s'intéresser à Kick. Et ils sont bien plus nombreux que prévu. Le fait qu'il y ait un concurrent à Twitch pour qu'ils évitent de trop abuser, ça c'est intéressant. Parce que dans tous les cas, ça va un peu nous protéger, nous, d'un abus parce qu'ils ont le monopole. Ça, c'est vraiment le vrai avantage dans un premier temps. Et on peut même se demander si Eddie et Bijan avaient prévu que ça irait jusque-là. Parce que eux, à la base, ils veulent juste rentabiliser leur casino. Tout le délire du paradis des streamers, c'était juste un cheval de Troie. Et c'est là qu'on va voir apparaître la nouvelle stratégie. Déjà, ça commence par Trainwreck qui fait des grands discours. It took Twitch 10 years to figure their shit out, and even now they don't have it figured out, right? Like, you know, Kick's been around 5-6 months, you know, it's gonna take time. But I think with people like X, myself, you know, I think we can guide it in the right direction. We just need time and patience. Et Eddie, le patron de Kick, qui accepte des interviews, mais de manière très ouverte, Il discute de tous les sujets. Il parle de steak. Of course, there is similarities in ownership, so I think it's not fair to dismiss that argument simply because of the fact that one entity doesn't own the other. Il parle de l'utilisation des serveurs d'Amazon. We've got nothing but amazing things to say about AWS. AWS has been a partner of ours for many years now. Des problèmes de bots que le site subit. Ah oui, je vous ai pas dit, pendant un moment sur Kick, il y avait beaucoup de bots qui apparaissaient. En gros, les stats étaient gonflés. Et Eddie commence à en parler ouvertement et dit qu'ils sont en train de régler le problème. Il parle aussi du non-respect des droits DMCA. DMCA is no joke. We do have 24/7 people looking into this, so Kick isn't a website for you to come do that. D'ailleurs, depuis l'arrivée de XQC, les DMCA commencent à être appliqués. Lors de son premier live, XQC avait fait l'actualité en regardant The Dark Knight en live. Alors il y a un modo de Kick qui l'a arrêté au bout d'1 heure de film. Ce qui était la première fois que ça arrivait. Donc ça montre bien un changement de mentalité. D'ailleurs, Kameto l'explique très très bien, je crois. J'ai vu un tweet comme quoi XQC il a regardé The Dark Knight et il s'est fait pull-up par les mecs de Kick. Trop, ils sont intouchables. Mais là, il commence à avoir trop de buzz là. Il commence à avoir trop de monde. Quand t'as trop de monde, photo, avoir des casinos, ce que tu veux, y a personne qui va te sauver face aux avocats de Warner Bros, frère. T'as pas les droits, DMCA, Kick, pas Kick, ils en ont rien à faire. Ouais, c'est ça. S'ils t'attaquent, tu vois. Je pense que côté Kick, ils sont plus en mode, ouais, calmez-vous sur les films et tout. Il y a 100 000 viewers là sur le film, Belek. Et depuis quelques mois, les streamers les plus controversés font beaucoup moins de bruit aussi. Adin Ross ne fait plus la une de l'actualité. Et il y a même un clip légendaire entre Trainwreck et XQC qui discutent sur le fait qu'ils doivent nettoyer la plateforme. You and I need to work together and clean up some of the, you know, and I'll say it. We gotta clean up some of the shit, because I'm not gonna deny there is some shit. Et pour moi, le dernier événement qui va montrer ce changement radical de stratégie, c'est une nouvelle fonctionnalité offerte sur le site de Kick, qui permet aux viewers de cacher, s'ils le souhaitent, les streams Hot Tub et Casino. Non, là je reconnais que c'est très très fort quand même. Ça va clairement à l'encontre de l'argument principal de leurs ennemis. En gros, tout le monde leur reproche d'utiliser Kick pour gagner de l'argent sur stake. Et eux ils sont en mode, bah non, vous voulez, regardez, même les viewers ils peuvent supprimer les casinos. Nous on cherche vraiment à faire un site de streaming correct. Donc voilà. Voilà où on en est aujourd'hui dans le combat entre Kick et Twitch. Aujourd'hui, Kick a environ 100 000 viewers en moyenne. Ce qui est quand même 25 fois moins que Twitch, qui en a à peu près 2 500 000. Mais ça reste quand même un exploit pour un site qui existe depuis seulement 8 mois. Alors malgré ça, il y a encore énormément de problèmes qui subsistent, on le sait. Il y a toujours de la toxicité et toujours des streams à la limite de la légalité. Le site pour l'instant n'est pas du tout viable sur le long terme. Son système économique ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne gagne absolument aucun argent. Il n'y a pas de publicité, ils n'arrivent pas à convaincre d'annonceurs et ils offrent tout aux streamers. Et même aujourd'hui, on sait même pas si Twitch est rentable. Donc vraiment, Kick c'est impossible. Et évidemment, le financement est entièrement pris en charge par Stake. D'ailleurs, si vous avez encore un doute sur l'importance de Stake dans l'écosystème de Kick, bah regardez. Le représentant de Kick France s'appelle Loupou et c'était l'un des streamers casino les plus actifs en 2020. Aujourd'hui on se retrouve sur Fruits, on va faire un achat du coup à 100 000 €. Il était aussi important que Tuffer et c'est lui qui aujourd'hui dirige Kick France. Là par exemple sur son Instagram, on peut le voir qu'il pose avec Eddie en Australie. D'ailleurs sur ses stories à lui sur son Instagram, on peut voir qu'il va à des soirées steak. Et il représente Kick France. Donc vraiment les deux boîtes sont très liées. Alors à la question qui va gagner la guerre du streaming entre Kick et Twitch, bah pour l'instant on peut pas y répondre. Je pense qu'on aura la réponse d'ici 5 ans. Soit Kick aura disparu parce que pas assez rentable, ou alors il ne restera que les streamers casino et les streamers très border qui feront un site plutôt trash. Ou alors le plan B de créer le paradis des streamers va fonctionner. Ils vont réussir à trouver des moyens de gagner de l'argent, l'image de Kick va s'améliorer et le site va devenir de plus en plus crédible. Et dans ce cas-là, on aura peut-être un très bon écosystème de streaming. Alors aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de vous dire de soutenir un camp ou l'autre. Tout simplement parce que même moi aujourd'hui, je sais pas quoi penser. Malgré toutes mes recherches sur le sujet, mon opinion sur Kick est complètement bipolaire. Il y a une partie de moi qui a très envie de condamner la plateforme, qui laisse la parole à des personnes toxiques et controversées, voire même des agresseurs, et qui aussi existe uniquement dans le but de promouvoir un casino en ligne, et une autre partie de moi qui a très envie de garder cette concurrence, qui pour une fois redonne de l'importance aux streamers et aux viewers, et qui permet à Twitch de ne pas garder un monopole
un peu dangereux. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai essayé de vous donner toutes les armes, tous les arguments possibles dans les deux camps pour que vous puissiez vous faire votre avis. Parce qu'au final, c'est vous qui allez décider. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, elle est beaucoup plus longue que prévu, je m'attendais pas et elle m'a pris beaucoup plus de temps à faire que prévu aussi. Si vous voulez que Konbini continue à faire ce genre de contenu, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup pour pouvoir continuer à faire ce genre de choses. Et je vous en serai très reconnaissant. C'était Baptiste pour vous raconter la dernière guerre d'internet. Ciao les gars.